Mesdames, Messieurs, le grand journal sur For You Télévision. Tout d'abord au sommaire, coopération Mali-MINUSMA en route vers la séparation. L'interrogation se pose après la décision drastique du gouvernement de transition d'expulser de son territoire Olivier Saldago, porte-parole de la MINUSMA, après ses propos et réactions jugées inacceptables et tendancieux au sujet de l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako le 10 juillet 2022. Pour rappel, en 2019, Christophe Sivillon, alors représentant à l'époque de la MINUSMA, avait subi le même sort. La rédaction s'est penchée sur la question à venir. Dans ce journal, une analyse de Ngeni. Et puis toujours dans le grand journal Kenya Inflation, Uhuru Kenyatta annonce la désescalade face aux protestations de la population kenyane contre la vie chère qui va grandissante. Le président actuel a joué la carte de l'apaisement. C'était au cours d'une conférence de presse le 20 juillet 2022. On revient sur les mesures fiscales adoptées dans ce journal. Et puis pour terminer en une, Cameroun-France, visite officielle d'Emmanuel Macron. La classe politique s'oppose. Le premier secrétaire du Parti uni pour la rénovation sociale, parti politique d'opposition, a dans une déclaration opposé son non-alignement face à la venue du président français prévue du 25 au 27 juillet 2022, avec pour argumentaire que celle-ci ne sera d'aucun intérêt pour le Cameroun, tout en martelant que cette visite n'aura de symbolique que si le président français présente ses excuses officielles au peuple camerounais. On y revient dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus sur le grand journal de For You Télévision. On démarre avec l'actualité malienne qui met en scène justement un imbroglio entre le Mali et la MINUSMA. La décision du gouvernement malien d'expulser le porte-parole de la MINUSMA le 20 juillet 2022 jette le flou sur l'avenir de la mission multidimensionnelle sur le territoire malien. Lorsqu'on sait que c'est une récidive, souvenez-vous, en 2019, eh bien Christophe Sivillon, alors représentant à l'époque, avait subi le même sort. À suivre tout de suite une analyse signée Ngeni. La crédibilité de la MINUSMA n'a jamais été aussi remise en cause. En l'espace de quelques semaines, la force multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali a plus brillé par ses sorties tendancieuses que par son déploiement sur le terrain. Tout est parti d'un imbroglio autour de l'arrivée douteuse de 49 militaires à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako avant de dégénérer en un véritable incident diplomatique impliquant le Mali, la Côte d'Ivoire et les Nations Unies. Alors que la Côte d'Ivoire et le Mali semblent avoir privilégié la voie diplomatique, la MINUSMA, elle, semble inexorablement s'être lancée sur un chemin récemment emprunté par Barkhane et Takuba. Et les superstitieux, suivez mon regard, vous diront certainement que ce chemin ne mène à rien. Il ne mène à rien, d'autant plus que la force onusienne, à l'image de ses prédécesseurs, est devenue une force d'occupation qui ravive et maintient la peur, tout ceci en manipulant l'opinion publique. Oui, les faits sont têtus, mais il faut bien se soumettre à l'évidence, l'exemple d'Olivier Salgado étant une parfaite illustration. Un comportement irresponsable qui nous rappelle étrangement celui de Christophe Sivillon, expulsé dans les mêmes conditions en 2019, alors qu'il représentait la force onusienne à Kidala, au nord du Mali. La récidive étant donc l'exercice favori de la MINUSMA, le Conseil national de transition n'avait pas d'autre choix que d'employer des mesures proportionnelles à la gravité de la situation. Acteurs de la société civile, partis politiques, institutions, tous sont unanimes. L'avenir de la MINUSMA au Mali est plus que jamais incertain, bien que dans sa démarche diplomatique, le pouvoir de transition au Mali, fort de sa magnanimité légendaire, se dit prêt à maintenir le dialogue dans un esprit de solidarité, complémentarité et de respect mutuel. Escale au Cameroun à présent, je vous l'annonçais en titre, visite officielle d'Emmanuel Macron. L'opposition camerounaise s'élève, à l'occurrence le peuple uni pour la rénovation sociale via son dirigeant. Dans une déclaration rendue publique ce 21 juillet, Serge Espoir Matomba s'oppose à la visite annoncée en grande pompe du président français. Dans son argumentaire, le premier secrétaire martèle que celle-ci ne sera d'aucun profit pour le Cameroun, mais elle s'inscrit plutôt comme, je
cite, « Positionnement géopolitique et économique au profit exclusif de la France en perte manifeste de vitesse ». La visite française n'aura donc pour symbolique que des excuses officielles au peuple camerounais, la reconnaissance d'abominables crimes contre l'humanité perpétrés par la France au Cameroun durant la colonisation et la période post-indépendance. Sans oublier que la France devrait également restituer au Cameroun pendant la colonisation tous les biens culturels et cultes qui ont été dérobés. Pendant ce temps, le gouvernement camerounais, lui, officialise cette visite du président français prévue du 25 au 27 juillet 2022 sur le territoire camerounais via un communiqué de presse qui rappelle que c'est sous invitation du chef de l'État camerounais, Paul Biya, que celui-ci se déplace. Le communiqué est signé du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Ayolo Vondo. À présent, nous sommes en Tunisie où le président du parti islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, a été acquitté et pourtant accusé de corruption et blanchiment d'argent. C'est une décision qui émane du pôle antiterroriste. Cette libération intervient juste quelques jours avant le prochain référendum soutenu et présenté par le président tunisien Kais Saied. Des détails, c'est avec vous, P. Rached Ghannouchi est libre. Après 9 heures d'audience, le pôle antiterroriste a autorisé le président du parti islamiste tunisien Ennahda à regagner son domicile. C'est une grande satisfaction et une joie immense pour le chef du parti tunisien. Acquitté, tel a été le verdict. Dieu merci. Nous espérons que le reste des affaires contre d'autres personnes devant le pouvoir judiciaire aura le même résultat, car ce sont tous des affaires fabriquées après une décennie de révolution. Âgé de 81 ans, Rached Ghannouchi faisait l'objet depuis le mois de juin 2022 d'une enquête pour soupçon de corruption et blanchiment d'argent liés à des transferts depuis l'étranger vers l'organisation caritative Nama Tunisie affiliée à Ennahda. En début juillet 2022, la justice avait ordonné la fermeture de ses comptes bancaires ainsi que l'arrestation d'une dizaine de membres de sa famille et de son parti. Le 27 juin 2021, il avait été interdit de quitter le pays pour l'étranger dans le cadre d'une enquête pour les assassinats en 2013 de 2 dirigeants de gauche. Des accusations qui ont été rejetées par le chef du parti tunisien. La défense de Rached Ghannouchi a précisé qu'il est libre de ses mouvements et ne fait pas l'objet de mesures de contrôle judiciaire. L'équipe de défense est composée de 100 avocats. La session a duré plus de 9 heures, au cours desquelles 19 avocats ont plaidé. Les poursuites publiques ont demandé que ce soit délivré à Ghannouchi une carte de dépôt en prison. Mais après avoir entendu et plaidé, le juge d'enquête a décidé de le libérer. Rappelons que la Tunisie traverse une profonde crise depuis le coup de force du président Kais Saied le 25 juin 2021 qui a suspendu le Parlement dominé par Ennahda et limogé le gouvernement. Inflation au Kenya à présent. Le président Uhuru Kenyatta s'adresse au peuple. C'est que les populations multiplient depuis quelques jours des protestations contre la vie chère à quelques jours seulement de la présidentielle prochaine. Le chef de l'État, au cours d'une conférence de presse, a tenu à rassurer le peuple, mais également à annoncer de fortes mesures fiscales pour contenir l'inflation, lesquelles se trouvent dans ce reportage signé Emma Muto. Depuis quelques mois, difficile pour certaines familles kenyanes de manger à leur faim à raison de la hausse des prix des denrées alimentaires. À quelques jours des élections présidentielles prévues le 9 août 2022 au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta ambitionne d'améliorer le coût de vie de ses compatriotes. La flambée des prix des denrées alimentaires est une véritable préoccupation pour le président sortant. Au cours d'une conférence de presse présidée par celui-ci le 20 juillet 2022, Uhuru Kenyatta a précisé que des mesures fiscales seront prises pour diviser le prix de la farine par 2. Il a également souligné que le prix de la farine avait tendance à augmenter avant chaque scrutin, citant les scrutins de 2013 et 2017. Il n'a pas manqué d'accuser certains vendeurs de maïs de garder des stocks pour contrôler les prix participant à leur flambée, puis a reproché aux politiques d'instrumentaliser la crise économique à des fins électorales alors que la campagne bat son plein.
Le président a aussi veillé à défendre son bilan économique. Il a rappelé que les allègements d'impôts mis en place pendant la crise du Covid-19 ou encore les subventions des carburants financées par le gouvernement. Rappelons que Uhuru Kenyatta ne peut se représenter cette année car il a déjà effectué 2 mandats. Cependant, il a affiché son soutien au candidat investi par son parti, son ancien opposant politique, Raila Odinga. On parle à présent de République centrafricaine, mais surtout du lancement officiel de Sango Coin dans le pays. La Banque des États de l'Afrique centrale s'aligne derrière les désirs du président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, de rehausser son économie en adoptant comme seconde monnaie le Sango Coin. Le conseil d'administration qui s'est réuni le 20 juillet dernier a décidé d'assister le pays dans l'élaboration d'un cadre normatif régissant les cryptoactifs dans la CEMAC. Elle a d'ailleurs appelé la Banque centrale à inclure cette monnaie numérique. L'assise était présidée par Hervé Ndoba, ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine. À présent, au Soudan, finalement, c'est un front qui va se former dans le pays contre les affrontements intercommunautaires, ce qui ont causé des centaines de morts jusqu'ici et plusieurs blessés. C'est en tout cas ce qui est envisagé par l'ancienne coalition du pouvoir, les forces de la liberté et du changement. Les détails, c'est dans cet élément. Signé Bala. Au Soudan, les forces de la liberté et du changement, ancienne coalition au pouvoir, ont annoncé pour le 24 juillet 2022 la tenue d'une manifestation à Khartoum et dans d'autres villes, autour du slogan « Une seule patrie, le Soudan ». Ceci pour donc protester contre les violences entre les tribus. En effet, depuis le peintre du général Abdel Fattah al-Burhan, qui a par ailleurs créé un vide sécuritaire, les violences tribales et insurrectionnelles connaissent un regain au Soudan. Dans l'état du Nil bleu, on compte officiellement 79 morts et 199 blessés, sans toutefois oublier des violences qui ont par ailleurs entraîné le déplacement de 17 000 personnes, selon l'ONU. Selon la population locale, ces affrontements éclatent généralement pour l'accès à l'eau et aux terres, vital pour les agriculteurs et les éleveurs, dans ce pays où de très nombreuses armes circulent librement après des décennies de guerre civile. Récemment, c'est pour l'accès à des terres que des violences ont éclaté le lundi 17 juillet 2022 entre les Haoussa et le clan des Barti au Nil bleu, frontalier à l'Éthiopie. Et même si le calme y est désormais revenu, la violence quant à elle semble bien avoir gagné du terrain, notamment celui de Bassala. Des violences qui doivent pourtant impérativement cesser. Et même si la volonté de manifester dont fait preuve les forces de la liberté et du changement est encouragée, ils sont néanmoins appelés à être prudents, car rappelons qu'à Khartoum, sur l'avenue de l'aéroport, l'une des principales artères du centre-ville, la police a tiré des grenades lacrymogènes sur des centaines de manifestants qui brandissaient des banderoles disant « non aux tueries de Haoussa ». Merci Bala. À présent, dans la suite de l'actualité, dans ce grand journal sur For You Télévision, notre reporter Kwakap Padip nous mène au Nigeria où enlèvements et demandes de rançon sont de plus en plus récurrentes dans le pays. Le dernier cas en date, le plus récent, c'est celui de 2 prêtres catholiques qui ont été enlevés le 15 juillet 2022. À Kaduna, l'un des otages a donc pu se libérer tandis que l'autre a péri de sa vie. Les détails, regardez. Le père John Mark Chetnum a été assassiné. Le prélat avait été enlevé vendredi dernier dans l'état de Kaduna, dans le centre du Nigeria, en compagnie du père Donatus Cléopas, qui, quant à lui, a réussi à échapper à leurs ravisseurs ce mardi. D'après les révélations faites ce mercredi par le diocèse de Kafachan, le père Chetnum a été tué le même jour de leur enlèvement, le 15 juillet. Ce n'est que 4 jours après, c'est-à-dire le mardi 19 juillet, que la dépouille de l'infortuné prêtre a été retrouvée. Au moment de leur enlèvement, les 2 prêtres de l'église catholique romaine se trouvaient au presbytère de la paroisse du Christ-Roi de Yadingareux, dans l'état de Kaduna, où ils s'étaient arrêtés pour passer la nuit. La nouvelle de leur enlèvement avait été relayée par le diocèse de Kafachan. Via un communiqué, les responsables du diocèse demandaient alors des prières pour la libération rapide et sûre des 2 prêtres, exhortant la population à ne pas se faire justice elle-même. Et ce mardi,
Comme guidé et porté par le bon Dieu, le père Donatus Cléopas a pu échapper à la vigilance de ses ravisseurs et s'enfuir alors que ces derniers étaient en chemin pour rencontrer un émissaire de l'association chrétienne du Nigeria afin de l'échanger contre une rançon. Le porte-parole de l'association, Joseph Ayab, confie avoir négocié pendant plusieurs jours avec les ravisseurs qui avaient initialement exigé le montant de 60 millions de naira, dont environ 145 000 $ pour les deux prêtres, ajoutant qu'il avait été finalement convenu d'un montant plus raisonnable. Mais ils ignoraient à ce moment-là que le père Chetnoum avait déjà été assassiné. La dépouille du prélat, une fois récupérée, l'inhumation s'est déroulée ce jeudi 21 juillet. Notons que le père Chetnoum avait occupé diverses fonctions au sein de l'Église catholique nigériane, dont celle de président de la Christian Association of Nigeria, directeur des communications du diocèse et curé de la paroisse Saint James à Fori. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis quelque temps le théâtre de bandes criminelles qui attaquent, pillent et tuent de nombreux habitants. Leur mode opératoire consistant à enlever des élèves, voyageurs et personnalités publiques, dont les prêtres, pour obtenir des rançons. Et les prêtres sont particulièrement pris pour cible par ces criminels qui en ont déjà kidnappé 13 au cours des 2 dernières années. Parlons à présent de collaboration dans ce grand journal, notamment celle qui unit le Cameroun à l'UNESCO, elle qui affiche vert au compteur, c'est que les perspectives sont bonnes. Le Premier ministre camerounais a accordé une audience aux représentants du bureau régional et multisectoriel de l'UNESCO au Cameroun. Et dans ce reportage à suivre, on fait le point avec Tiama. Une collaboration paisible. Un état de lieu satisfaisant. La coopération entre l'UNESCO et le Cameroun, toujours aussi solide et ne cesse de s'enrichir des apports des grands dossiers de coopération historique et actuels. L'éducation et la promotion du patrimoine matériel camerounais au registre du patrimoine mondial de l'UNESCO sont là les axes de bataille de Paul Couster durant sa mandature. Nous savons qu'il y a des défis, on l'a vu avec le Covid, et nous allons beaucoup travailler à rendre l'éducation plus résiliente. Le gouvernement du Cameroun fait confiance à l'UNESCO pour mettre en œuvre le programme des radios communautaires, alors que nous fêterons cette année le 50aire de la Convention sur le patrimoine mondial. Nous sommes aux côtés du Cameroun pour valoriser son extraordinaire patrimoine, à la fois naturel et immatériel. La relation étroite entre le Cameroun et l'UNESCO s'observe à travers des rencontres fructueuses dans le but de consolider cette relation. La dernière en date est celle de Madame Audrey Azoulay au Cameroun. Qui a connu un grand moment au mois de février, au moment de la CAN, et à ce moment-là a été constatée l'extraordinaire augmentation en volume et en diversité des champs de coopération et d'échange entre l'UNESCO et le Cameroun. Malgré le contexte difficile, marqué par de nombreux défis importants, le Cameroun a toujours su compter sur ses nombreux partenaires, à l'instar de l'UNESCO, pour réaliser un certain nombre de politiques et programmes remarquables. Une nouvelle ère s'ouvre avec Paul Raymond Couster, qui est le nouveau directeur au niveau régional. Ce dernier étant un spécialiste de la coopération internationale et multilatérale des programmes globaux de l'éducation, du développement et de l'économie. La collaboration Cameroun-UNESCO, l'on espère, se fera toujours d'une manière aussi paisible. Du 13 au 15 décembre prochain, la ville de Washington va accueillir le premier sommet Afrique-États-Unis. Le président Joe Biden l'a annoncé le 20 juillet 2022, ceci après que le sommet du G7 en Allemagne se soit tenu, où il avait d'ailleurs lancé un programme d'investissement dans les pays en développement pour tacler la Chine. Les détails, c'est avec vous, Kwetu. Le président américain Joe Biden a annoncé le mercredi 20 juillet la tenue d'un sommet entre les États-Unis et plusieurs dizaines de pays africains en décembre à Washington, pour discuter le défi allant de la sécurité alimentaire au changement climatique. Ce sommet démontrera l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique et d'une coopération accrue sur des priorités mondiales communes, a déclaré Joe Biden dans un communiqué.
Ce sommet aura lieu du 13 au 15 décembre 2022 dans la capitale américaine Washington, siège de la Maison-Blanche, où le président américain Joe Biden a élu domicile en janvier 2021 et ne s'est encore jamais rendu en Afrique, alors qu'il a effectué des déplacements en Asie, en Europe et plus récemment au Moyen-Orient. Si les efforts diplomatiques du président américain ont jusqu'à présent en grande partie consisté à promouvoir une unité des démocraties occidentales face à la Chine, l'on garde à mémoire le dernier sommet du G7 en Allemagne, où Washington avait mis sur les rails un vaste programme d'investissement à destination des pays en développement pour contrecarrer les immenses chantiers financés par la Chine, principalement en Afrique. Un rapport de corrélation peut être fait entre le sommet des 7 pays les plus industrialisés au monde du 26 juin dernier et le sommet Afrique-États-Unis à venir. Mais le président Joe Biden a quant à lui précisé qu'il vise à établir un nouvel engagement économique, à promouvoir la démocratie, les droits humains, à faire progresser la paix et la sécurité et à relever les défis tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir regardé sur For You Télévision. L'information et les programmes se poursuivent sur notre télé. Au revoir, Durban.